L'effet cocktail. Quand c'est notre santé qui trinque. Effet cocktail. Conséquences inattendues résultant de la combinaison de plusieurs substances chimiques entre elles. Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de ce podcast consacré aux effets de l'industrialisation sur la santé et l'environnement. Aujourd'hui, au comptoir avec Giovanni Prete et Jean-Noël Jouzel, on discute du lanceur d'alerte. On va parler d'associations de chasse et pêche, de coalitions d'acteurs et d'irréversibilité politique. Aujourd'hui dans l'effet cocktail, le lanceur d'alerte. Son obsession ? Faire toute la vérité et être le premier à le faire. Sa peur bleue. Ne pas être entendu. Sa phrase culte ? Quand les gens vont savoir, ça va péter. Quand on pense aux lanceurs d'alerte, on s'imagine souvent une personne qui, de par son métier par exemple, a accès à des informations compromettantes et qui décide, au terme d'un long tiraillement intérieur, de changer de camp et de les divulguer pour être en accord avec ses principes. À la manière d'un Julian Assange par exemple, dont la protection juridique et physique doit désormais être assurée ad vitam. Mais est-ce que le lanceur d'alerte, c'est toujours ce profil du justicier solitaire ? En fait, la notion de lanceur d'alerte est une notion qui peut être un peu traître. Elle dit bien quelque chose, effectivement, de ces personnes qui, à un moment, vont lutter contre beaucoup d'obstacles institutionnels, politiques, économiques, pour faire entendre une vérité ou des faits qui sont cachés à d'autres personnes et qui sont des faits d'intérêt généraux. On en a des exemples. On a parlé d'Erin Brockovich, on a parlé de Rachel Carson déjà dans ses émissions. On peut éventuellement, sur les questions de santé, parler de Irène Frachon et le scandale du Mediator en France. Mais la vérité, c'est que le terme de lanceur d'alerte, il tend un peu à individualiser la critique des activités industrielles polluantes, avec cette idée que c'est toujours une personne face à plein d'intérêts énormes. Alors que la vérité, c'est que souvent, ce n'est pas une personne, c'est des collectifs de personnes qui s'appuient sur des travaux de collectifs d'autres personnes. Et puis, ce terme de lanceur d'alerte, c'est un terme qui est un peu français. Voilà, c'est-à-dire que c'est un terme qui a eu beaucoup de succès dans l'espace politique et médiatique français, qui s'est traduit d'ailleurs, on y reviendra peut-être, par des règles de droit, de protection nouvelles. Mais si on essaie de le traduire en anglais, whistleblower, ça n'a pas tout à fait la même connotation, ça circule mal. C'est un terme qui, paradoxalement, a eu beaucoup de succès suite à des travaux sociologiques. Dans l'espace français, les travaux de Francis Chateaurenaud et Didier Torny, un bouquin qu'ils ont écrit qui s'appelle « Les sombres précurseurs », où ils reviennent comme ça sur un certain nombre d'alertes et ils essayent de schématiser, de théoriser ce qui se passe dans ces situations où des individus essayent de dénoncer des malversations qu'ils ont observées. En fait, au-delà des lanceurs d'alerte, si on essaye de réfléchir plus généralement à la critique qui est faite, d'où émane la critique qui est adressée aux activités polluantes, aux activités qui ont des effets négatifs pour la santé et pour l'environnement. Déjà, c'est des critiques qui sont très anciennes. Il y a eu des gens qui ont critiqué l'industrie depuis que l'industrie existe, parce qu'ils sont en général concernés dans leur corps, dans leur environnement, directement par ce qui arrive. Les riverains, beaucoup d'ateliers d'artisanat, de manufactures qui se créent au XVIIIe, au XIXe siècle font l'objet d'oppositions de gens qui habitent à côté de ces manufactures, de ces ateliers, du fait des pollutions que ça peut entraîner et des craintes sur les effets aussi sanitaires que ces activités industrielles peuvent avoir. Et puis, historiquement, il y a aussi, au-delà des gens qui sont directement concernés, des groupes d'intérêt qui se sont constitués et qui ont été des observateurs fins de ces pollutions. Je pense aux associations de pêche, aux associations de chasse, aux associations naturalistes qui ont très rapidement vu les effets de certaines activités polluantes sur la dégradation de l'environnement et qui se sont inquiétés sur les conséquences de cette dégradation de l'environnement sur la santé des hommes et des autres espèces vivantes. Historiquement, on a coutume de dire, c'est Pierre Lascoum, un politiste qui avait fait cette synthèse, qui a en gros 3 grandes familles d'associations de protection de l'environnement qui
peuvent avoir à plus ou moins centralement un intérêt pour la santé aussi, la santé humaine. Il y a les associations naturalistes qui sont les plus anciennes, qu'on retrouve dans tous les pays européens, ou les associations de protection de la nature. Il y a d'autre part un deuxième courant qui va être les associations de protection d'un cadre de vie, du paysage. En France, c'est par exemple représenté par une fédération d'associations comme France Nature Environnement, qui a un réseau d'associations qui couvre tout le territoire local et qui là va défendre un paysage, va lutter contre les algues vertes, contre l'installation d'une nouvelle mine, au nom de la protection de la santé, mais aussi d'un cadre de vie d'une manière plus générale. Et puis, il y a un troisième type d'association qui est plus récent, qui s'est créé dans les années 60-70 surtout, qui sont ces grandes ONG nationales ou internationales, souvent très professionnelles, très scientifiques, qui reposent sur l'investissement d'un nombre limité de militants de terrain, mais plutôt sur des donations et l'investissement de militants très aguerris, très formés. Les exemples typiques, c'est Greenpeace, Friends of Earth. En France, on a Greenpeace France, par exemple, mais pas seulement. On peut avoir aussi des associations qui sont plus spécialisées sur certains enjeux, par exemple sur le nucléaire, le CRIRAD, sur les OGM, le CRIGEN, qui sont des laboratoires associatifs fondés par des militants qui sont des scientifiques, en fait, souvent professionnels, qui vont mettre leurs compétences, leur expertise au service d'une cause à laquelle ils croient, et donc qui vont aussi jouer un rôle de lancement d'alerte, de suivi des alertes. Donc là, c'est pas du tout le même type d'activisme, mais c'est un activisme qui est très important, qui va reposer donc sur un travail de lobbying, mais un lobbying au nom de l'intérêt général, on va dire, et un travail d'intéressement des médias. Donc il faut penser aussi la critique de l'industrie et de ses effets sur la santé, en pensant aux acteurs qui critiquent, mais aussi aux acteurs qui relaient cette critique et aux évolutions du champ médiatique et du champ journalistique. Et du coup, à cette typologie des associations, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'ajouter aussi celle des associations de consommateurs? Si, on pourrait, on aurait bien raison. Alors en France, il y a notamment la principale association de consommateurs, l'UFC Que Choisir, qui a une publication mensuelle, Que Choisir, le magazine, qui est souvent un lieu dans lequel l'association a rendu public des inquiétudes qui n'étaient pas forcément les siennes à l'origine, mais est parvenue à les rendre plus visibles. Parce qu'en fait, on voit bien qu'on est là à la frontière entre l'activisme politique et l'activité médiatique. Et en fait, c'est par le biais de cette publication. Alors, par exemple, dans les multiples affaires levées par l'UFC Que Choisir, il y a eu récemment ces inquiétudes relatives à l'exposition des fleuristes aux pesticides. Et ben ça, c'est pas l'UFC Que Choisir n'a pas la primeur de l'information, ça circulait déjà, mais par contre, quand c'est sorti dans un dossier spécial de Que Choisir pour la Saint-Valentin 2025, ça a fait grand bruit parce qu'en fait, c'est des magazines qui sont lus, c'est des associations qui ont une audience importante et ça peut vraiment contribuer à mettre en lumière des alertes qui sinon sont plus confidentielles. Donc là, tu cites un magazine, et donc c'est bien l'idée qu'à un moment donné, pour mettre une question à l'agenda, arriver à la faire exister dans le champ public, il faut l'appui des médias. C'est indispensable. Une alerte qui marche, c'est une alerte qui, à un moment donné, va trouver des relais médiatiques. Et en fait, le succès des alertes, notamment dans les affaires qui nous intéressent ici, celles de santé environnementale, il dépend aussi d'un écosystème médiatique qui est plus ou moins propice à ce que les alertes soient reprises, fonctionnent, à ce qu'il y ait un jeu de concurrence entre médias pour avoir des scoops et donc pour faire vivre en fait ces alertes. Alors c'est bien connu en France grâce à des travaux de sociologie des médias, mais c'est pareil dans d'autres pays. En fait, l'intérêt des médias pour ces questions de santé publique liées à l'environnement, il n'a pas toujours existé. Il est même relativement récent. Pendant longtemps, l'information qu'on reçoit en France sur les sujets de santé en général, c'est plutôt une information sous forme qui se fait le relais des autorités médicales, des grandes découvertes. C'est plutôt ça qu'on va lire dans les pages, par exemple, du Monde jusqu'aux années 80-90. Et puis c'est à la fin du XXe siècle que commence à apparaître un journalisme plus d'investigation autour de ces sujets, alors qu'ils étaient plutôt délaissés jusque-là par les médias d'investigation. Et c'est ce journalisme d'investigation qui aujourd'hui fait le lit d'alertes qui sont relatives à la santé publique, parce qu'il existe aujourd'hui
dans les grands médias français des journalistes qui sont en quelque sorte préposés à traiter ces alertes, à les rendre visibles. Alors, toutes ne vont pas devenir visibles pour autant, mais ça crée des conditions qui font que certaines alertes vont pouvoir devenir plus visibles que c'était le cas il y a 30 ou 40 ans. Et donc là, on imagine que les questions un peu classiques qu'on se pose à l'égard du paysage médiatique sur son financement, sur l'indépendance des médias, etc., forcément a une incidence. Il y a deux questions, hein. Il y a la question de l'écosystème des médias dans le sens de qu'est-ce qui informe les gens. Et donc on est en train de sortir depuis 20 ans d'une période qui avait commencé dans les années 50, qui est la période de ce qu'on appelle les masses médias. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des prescripteurs d'information qui étaient très centralisés. Si vous vouliez vous informer, vous regardiez la télé, et la télé s'informait comment en lisant les grands médias nationaux. Alors en France, c'était Le Monde, Le Figaro, etc. Et les chaînes publiques à la télé et les 6 chaînes qu'on pouvait avoir. Aux États-Unis, c'était pareil, c'était quelques médias dominants. Aujourd'hui, il y a un éclatement des médias avec des effets on va dire de spécialisation et de bulles informationnelles. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont avoir accès à des médias qui peuvent être très spécialisés, des podcasts comme celui qu'on est en train de faire. Et ça entraîne une moindre visibilité d'un certain nombre d'alertes. C'est-à-dire que c'est plus facile de lancer une alerte, mais c'est plus difficile d'avoir beaucoup de gens qui ne sont pas a priori concernés par cette alerte, être au courant de l'alerte qu'on lance. Donc ça rend plus compliqué. Et puis il y a la deuxième chose, c'est que cet éclatement de l'ère des masses médias est aussi un chamboulement des modes de financement traditionnels des médias. Et en fait, pour faire de l'investigative journalism ou du journalisme d'investigation, pour avoir le temps d'aller enquêter sur des sujets aussi compliqués que les PFAS, le plastique, etc. Et quand on est journaliste, il faut de l'argent, du temps, du temps et du temps. Et ça, ce n'est plus possible si on est dans un écosystème où finalement les gros médias ont des ressources publicitaires qui sont plus faibles ou des ressources d'abonnement qui sont plus faibles. Et ce n'est plus possible si, en deuxième élément, on a des médias d'information qui sont de plus en plus rachetés par des acteurs qui sont en fait proches des acteurs industriels. Voilà, c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. Et donc c'est assez préoccupant, hein, on va dire, la situation actuelle. Il y a un paradoxe, on est à la fois dans une période où c'est peut-être plus facile de lancer des alertes, mais c'est aussi plus difficile de les faire exister durablement et de toucher un grand nombre de personnes autour de ces alertes et d'utiliser la médiatisation comme un moyen de pression politique. Du coup, il y a derrière une question d'endurance. Enfin, il faut être une alerte, c'est pas juste dire une chose une fois. À un moment donné, il faut tenir sur le temps long quand on veut faire émerger un sujet. Francis Chateaurenaud et Didier Torny, dans leur livre Les sombres précurseurs, avaient une expression qui était intéressante. Ils disaient, il ne suffit pas de lancer l'alerte, l'important c'est comment on la porte. Parce qu'en fait, une alerte, on la lance à des autorités, on la lance à des médias. Mais une fois qu'on a dit qu'il y avait un problème, comment on résout le problème? Et en général, la résolution du problème, elle est longue, hein, pour plein de raisons qu'on a déjà évoquées, c'est-à-dire l'inertie des pouvoirs publics, les stratégies de temporalisation des industriels privés. Et en fait, la tension médiatique est assez courte. Ça peut être lié à des règles de fonctionnement des organes de presse. Il y a des règles, hein, comme ça, de qu'est-ce que c'est qu'un bon journaliste. Un journaliste qui suit trop longtemps un sujet, il va être accusé de militantisme par ses collègues, et ça, c'est pas bon. Un chef de rédaction de presse, il va pas vouloir qu'on fasse la une sur un sujet trop longtemps parce qu'il pense que son auditoire va s'épuiser. Et donc, il y a tout un ensemble d'éléments de fonctionnement interne de la presse qui militent pour le renouvellement sans cesse des sujets et pas pour le suivi des dossiers. Et ça n'aide pas les lanceurs d'alerte à avoir leur alerte portée parce que c'est facile pour les pouvoirs publics et les industriels de dire on va faire quelque chose. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont vraiment faire? Et donc, pour ça, il faut suivre leurs activités. Et si la pression s'arrête, ils vont souvent ne rien faire à la fin. Ce qui me semble intéressant dans la distinction que Giovanni introduit là, entre lancer une alerte et la porter, c'est aussi que porter une alerte, on comprend bien que c'est une activité qui a vocation pour fonctionner à être collective. Et que dans cette guerre d'usure, un lanceur d'alerte, il va avoir moins de chances de s'épuiser s'il trouve des relais à divers points du monde social. Alors, par exemple, on peut penser à des professionnels de la science. À un moment donné, si on parvient
Si un lanceur d'alerte a une inquiétude sur un sujet environnemental et qui parvient à trouver l'appui d'acteurs scientifiques légitimes, ça va beaucoup l'aider à faire durer son alerte dans le temps. Tout comme s'il parvient à trouver des journalistes qui sont durablement intéressés par la question. Mais pour les raisons qu'a évoquées Giovanni, on voit bien que c'est compliqué. Donc, et pour les scientifiques, c'est pareil, hein. Certains vont être OK pour appuyer une alerte qui leur paraît sérieuse, mais ils sentent bien que s'ils le font trop visiblement, trop durablement, avec trop d'obstination, ils vont vivre ce qu'on a indiqué comme étant leur grande peur, hein. Leur peur bleue, c'est être pris pour des militants, ce qu'ils veulent, dans la plupart des cas, absolument pas. En fait, bien porter une alerte, c'est sans doute contraindre les pouvoirs publics à la prendre en charge, à faire en sorte qu'il n'ait pas d'autre choix que de se positionner. C'est ça. En fait, l'objectif, c'est d'arriver à un espèce de point de bascule où c'est plus possible pour les autorités politiques de ne rien dire, c'est ça? C'est arriver à un point d'irréversibilité, on pourrait dire, hein. Toute la difficulté pour les gens qui s'opposent à des activités industrielles polluantes et délétères pour la santé, c'est comment effectivement faire en sorte que leurs actions ne puissent pas, leurs actions critiques ne puissent pas être oubliées trop rapidement ou remises en cause trop rapidement. Et enfin, nous, c'est ce qu'on appelle des irréversibilités politiques, hein. Le concept, il est assez simple. Ça peut vouloir dire arriver à faire en sorte que l'alerte donne lieu à un nouveau texte de droit, parce que c'est difficile à déconstruire un texte de droit. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile à déconstruire qu'un article de presse qu'on oublie facilement. Arriver à publier un article scientifique, parce qu'un article scientifique, pareil, ça reste dans les bases de données, c'est difficile de déconstruire un article scientifique. Donc, comment les militants ou les lanceurs d'alerte ou les riverains, qui sont par construction plus faibles que les acteurs industriels, face à des pouvoirs publics qui tournent, arrivent avec leurs actions, avec tous les engagements, les investissements qu'ils ont pu faire, créer des choses qui sont difficiles, sur lesquelles il est difficile de revenir. Voilà. Le cas américain en ce moment, enfin, l'élection de Donald Trump et la destruction qu'il est en train d'opérer du droit environnemental américain montre que même le droit, c'est pas irréversible. Donc, on ne parle pas là d'irréversibilité infinie, mais comment on arrive à avoir des gains politiques, des gains de protection qui vont durer au-delà du moment de la mobilisation ou au-delà du moment de la médiatisation. Ça, c'est un enjeu très important pour les lanceurs d'alerte et les associations environnementales en général. Et est-ce qu'il y a un risque un peu de banalisation, de dévaluation de l'alerte face à une multiplication des cas? Ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès à l'agenda médiatique, au sens large, il est beaucoup plus facile qu'il ne l'était dans les années 50, 60 ou 70, puisqu'on n'est plus dans l'ère des masses médias. Si moi, demain, je veux créer ma chaîne YouTube et dénoncer quelque chose, dénoncer, je ne sais pas, la dangerosité du vaccin du Covid-19, je peux le faire assez facilement, hein. Je n'ai pas besoin d'avoir un journaliste qui va m'autoriser. Donc, l'accès à l'agenda médiatique. Donc ça facilite la multiplication des alertes et ça rend plus difficile pour les audiences potentielles de hiérarchiser les alertes entre elles. Voilà. On Donc, est aussi dans une forme de fatigue attentionnelle, quoi. et ça peut jouer sur effectivement la fatigue attentionnelle. Et il y a même des observateurs, des lanceurs d'alerte qui pointent le risque de concurrence des alertes les unes avec les autres. C'est-à-dire comment on alerte sur, je ne sais pas, le danger des nitrites dans la charcuterie, les algues vertes, le réchauffement climatique. Évidemment, avec toutes ces alertes-là, c'est assez paralysant pour les audiences. Il va falloir hiérarchiser pour les politiques. Et on peut se demander comment faire en sorte, en tout cas pour les militants, d'éviter les effets de Ouais. fatigue ou de disparition dans une espèce de bruit qui Ouais. serait un bruit d'alerte permanent. Ouais. Ouais. Et il n'y a pas de comité de pilotage des lanceurs d'alerte. Non, mais par contre, ce qui est important à mon avis, ce que l'histoire des mouvements environnementaux, des mouvements de consommateurs montre, c'est que il est très important que se créent des coalitions entre les différents groupes. Voilà. On en revient à la discussion de départ sur un lanceur d'alerte, il n'est pas tout seul. Il n'a pas intérêt à être tout seul. Donc, non seulement parce qu'il va s'épuiser, qu'il risque d'être inaudible, mais il n'a pas intérêt à être tout seul parce qu'à un moment, politiquement, il est important de se mettre en groupe pour discuter collectivement des hiérarchies, et de comment on articule aussi
des alertes différentes, hein. Je veux dire, prenons l'exemple des pesticides. On peut le regarder par la petite lorgnette, une molécule qui pose problème. On peut le regarder par une autre lorgnette qui va être l'agriculture industrielle, ou encore une autre lorgnette qui va être le marché agricole mondial, la modernisation et les modèles agricoles qu'on défend. En fait, si on reste un lanceur d'alerte qui n'intègre pas, qui n'a pas une vision de ce qu'on dénonce dans un contexte plus général où il y a d'autres problèmes qui sont identifiés, on risque d'avoir aussi des revendications qui sont assez faibles, alors que les causes des problèmes qu'on dénonce sont plus générales. Oui, et en même temps, le risque inverse existe aussi. C'est-à-dire qu'à force de dénoncer toujours quelque chose d'ultra systémique et d'ultra englobant, finalement, on dénonce toujours la même chose et plus rien à la fin, quoi. D'ailleurs, on voit bien que dans les médias, là, si on prend le cas des pesticides, hein, ce qui permet à la question des dangers des pesticides pour la santé humaine d'accéder durablement à l'agenda médiatique et d'y rester pendant plusieurs mois, voire pendant des années, c'est quand ces questions vont se focaliser sur une substance en particulier, le glyphosate, les SDHI il y a quelques années, le chlordécone. Ça marche bien. C'est très réducteur parce que ça, quand bien même on interdirait ces produits-là, on n'aurait pas du tout résolu les problèmes de santé et d'environnement que pose l'usage massif des pesticides en agriculture. Mais c'est ce qui permet aussi de faire tenir les choses. Donc c'est un aller-retour toujours entre le micro, le macro, le systémique et le singulier. Et c'est aussi une question, du coup, de rendre visible quelque chose qui est assez invisible, une pollution, par définition. Et oui, comment accrocher l'attention des gens sur ces questions de pollution environnementale qui sont à bas bruit, dont on a du mal à mesurer les effets, qui ont bien souvent pas d'odeur, pas de couleur. On voit bien que les mouvements sociaux font flèche de tout bois. Alors, nous, on s'intéresse en ce moment, par exemple, à la question des liens entre l'exposition aux pesticides et la santé des enfants. Ça, typiquement, dès que la santé des enfants entre en jeu, on est sur un sujet qui potentiellement peut intéresser les médias plus facilement. Pourquoi ? Parce que ça s'énonce plus simplement comme une injustice, une maladie qui frappe un enfant, que la même maladie, la même leucémie qui frappe un adulte ou un agriculteur retraité. Il y a donc les médias qui sont des interlocuteurs pour faire émerger des alertes, mais institutionnellement, enfin, il y a des gens qui sont chargés dans l'administration aussi de recueillir des alertes et de protéger les lanceurs d'alerte. Ouais, il y a un petit monde institutionnel de la réception des alertes qui s'est mis en place tardivement, hein, mais ça renvoie à ce qu'on disait dans notre émission sur l'État. Hein, c'est que, de manière générale, toute l'infrastructure administrative de gestion des questions de santé environnementale, elle est relativement récente en France, elle a un quart de siècle. C'est dans cet écosystème-là que des institutions dédiées à la réception, au traitement des alertes ont vu le jour. Alors, il y en a une en particulier que Giovanni et moi, on a fréquenté d'assez près, qui s'appelle la Commission nationale des alertes et de la déontologie en santé publique et environnement. C'est un long sigle imprononçable, CNDASP, qui dépend du ministère de l'Environnement, qui est dédié vraiment à recevoir des alertes sur des enjeux environnementaux et à voir comment on peut les traiter. Ce qu'on peut dire au sujet de ce type d'institution, c'est quand même que c'est les parents pauvres de la sécurité sanitaire. Elles ont quand même très peu de moyens en réalité pour traiter les alertes de manière efficace. En tout cas, elles sont obligées d'être très sélectives dans ce qu'elles vont faire. Et donc, on ne peut pas dire que ces institutions fonctionnent extrêmement bien, à mon sens. Non, il y a aussi il y a eu des directives européennes, hein, sur la protection des lanceurs d'alerte qui ont été mises en place, qui visent en fait à protéger les gens qui rendraient visibles des malversations industrielles, de licenciements ou de retour de flammes judiciaires, en fait. Donc, il y a eu des avancées qui ont pu être faites d'un point de vue réglementaire dans la protection des alertes. Il y a aussi des associations qui se sont réunies. Par exemple, à Paris, il y a une maison des lanceurs d'alerte. Donc, si vous êtes un lanceur d'alerte, vous pouvez vous faire aider par la maison des lanceurs d'alerte, où des juristes ou d'autres lanceurs d'alerte vont vous partager leur expérience pour savoir comment faire pour éviter d'avoir des problèmes quand vous lancez les alertes. Parce que Donc demain, c'est vous et moi, c'est-à-dire que c'est un auditeur qui aurait quelque chose à dire, voilà, le CNDASP, ou la CNDASP, pardon, et la maison des... voilà, la le maison défenseur des d'information. droits Ouais. en France aussi. Enfin, il y a tout un ensemble. Donc, quand vous travaillez dans une institution, par exemple, comme l'ANSES ou l'INSERM, ils sont censés avoir des registres d'alerte. Mais
il y a une tension là qui se joue, c'est-à-dire qu'à la fois on peut être content de cette forme d'institutionnalisation, de reconnaissance qui vise à protéger les lanceurs d'alerte, et en même temps il y a un risque qui est dans ce que Jean-Noël disait, c'est que tout ça soit un peu des coquilles creuses et vise à créer des étapes obligatoires, des parcours un peu fléchés pour les lanceurs d'alerte, qui ne fait que les épuiser sans vraiment les faire avancer beaucoup plus. Voilà. Typiquement, hein, quand on a travaillé, enfin en tout cas moi, avec la CNAPS, j'étais très étonné, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun pouvoir vis-à-vis des ministères dont relevaient les alertes qu'on recevait. Donc, en gros, on pouvait relayer les alertes, dire est-ce que vous pouvez faire quelque chose, mais il n'y avait aucune obligation pour les pouvoirs publics de répondre aux alertes que nous on recevait et qu'on jugeait justifiées. Et donc c'est un vrai problème parce qu'en fait du coup au bout d'un moment on se demande mais à quoi on sert, à part retarder le processus de prise en compte et justifier l'inertie des pouvoirs publics en créant une étape supplémentaire dans le parcours de lancement d'alerte. Donc il y a vraiment là-dessus il faut vraiment se méfier de cette institutionnalisation de la protection des lanceurs d'alerte qui peut à la fois être positive mais qui peut être aussi un facteur d'inertie assez fort. Que ce soit, dans, ce process un peu institutionnalisé de réception, et de protection des lanceurs d'alerte ou, dans le champ de l'interpellation, des médias, est-ce que historiquement on a, eu affaire est-ce qu'il y a des exemples d'abus aussi? C'est-à-dire de gens qui ont, alerté sur, des faux trucs ou qui, se sont servis, de ces systèmes à des fins personnelles, Mais bien sûr, enfin, je veux dire, comme tout système de reporting d'information, à partir du moment où l'information circule et où une information peut transformer des déséquilibres de pouvoir, elle peut être utilisée par des personnes de façon consciente ou inconsciente. Je suis sûr qu'il y a eu des gens qui ont lancé des alertes, par exemple, sur les chemtrails, c'est-à-dire cette hypothèse qui a circulé dans des réseaux conspirationnistes, comme quoi les États-Unis, au travers les avions, nous balanceraient des produits chimiques pour nous rendre tous plus domestiques et plus calmes. Bon, des complots, il y en a. Il y en a parfois qui sont complètement farfelus. Il y a aussi des gens qui peuvent lancer l'alerte parce que c'est une façon de régler des comptes avec un voisin ou avec un collègue. Euh, Mais je veux dire qu'il y a des abus ou des mauvaises utilisations, c'est assez normal. Le rôle des journalistes, le rôle des institutions qui reçoivent ces alertes, c'est de faire le tri et d'essayer de voir quels sont les problèmes qui sont soulevés, qui sont des vrais problèmes. Donc ça, évidemment, il y en a des abus, mais pas plus que dans d'autres mmh. pratiques, milieux, sur d'autres sujets. Pour terminer sur une note positive, est-ce que, il y a, 1 ou 2 exemples de ces irréversibilités justement que vous citiez, que vous mentionniez, heu, dans l'histoire récente? Alors, la question, est-ce que ça sert à quelque chose finalement de lancer l'alerte, quoi? Est-ce qu'il y a des alertes qui ont fonctionné et dans l'histoire récente, s'il y en a? On peut dire qu'il y en a. Alors c'est toujours difficile de faire une histoire contrefactuelle. S'il n'y avait pas eu des lanceurs d'alerte, qu'est-ce qui se serait passé? Ça, c'est quand même le gros débat. Je veux dire, je pense que s'il n'y avait pas eu des militants pour dénoncer, les néonicotinoïdes, l'amiante, les OGM, bon, on serait dans une période qui serait pas parfaite, mais qui serait pire qu'aujourd'hui, en tout cas. Voilà, donc c'est toujours moins pire que ça aurait été si les gens n'avaient pas été là. Récemment, on peut quand même affirmer, par exemple, que la mise à l'agenda du problème des PFAS, ces polluants éternels, dont on a des incertitudes énormes sur les effets sanitaires et environnementaux que ça peut avoir à long terme, mais qui se retrouvent, on est sûr, dans l'environnement de façon durable, elle a été rendue possible, cette mise à l'agenda, par un travail d'investigation journalistique coordonné, de long terme. Elle a eu des effets d'irréversibilité parce qu'il y a des lois qui ont été prises qui visent à réguler l'utilisation et la circulation des PFAS, au moins dans l'espace français, qui sont discutées à l'échelle européenne. Alors, lois qu'on peut toujours critiquer, auxquelles on peut toujours reprocher leur caractère un peu timoré, mais elles sont là. Voilà. Donc là, il y a des irréversibilités qui sont mises en place. On peut prendre aussi dans les exemples récents ce qui s'est passé au début de l'été 2025 autour de la loi du plomb, avec le succès phénoménal de la pétition lancée sur le site de l'Assemblée par une étudiante qui a recueilli plus de 2 millions de signatures.
En fait, la loi du plomb, elle vient s'inscrire dans une longue histoire de controverses, de conflits autour des dangers des pesticides et en particulier d'une catégorie, les néonicotinoïdes. Et probablement la loi du plomb en elle-même ne va pas changer la face du monde à cet égard-là. Mais le fait qu'il se soit trouvé plus de 2 millions de personnes pour signer en quelques jours une pétition demandant à revoir cette loi du plomb et tout ce qu'elle permettait d'assouplir comme régulation environnementale, notamment autour des pesticides, ça va créer une espèce d'irréversibilité, c'est-à-dire un point de repère chronologique qui restera dans l'histoire, auquel on pourra se référer pour se dire qu'il y avait quand même du monde pour s'inquiéter de la dangerosité des pesticides. Merci Giovanni et Jean-Noël, et rendez-vous dans le prochain épisode pour échanger sur la figure de la victime. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Chin chin. Je suis Juliette Rode, et pour m'accompagner dans la production de ce podcast, j'ai pu compter sur l'aide précieuse d'Aude-Émilie Judeil pour l'écriture et la réalisation, et de Sandro Enciso pour la prise de son et le montage. Je remercie très chaleureusement le Centre Paris-Anime Victoire Thiner pour les moyens techniques, et évidemment Jean-Noël Jouzel et Giovanni Prête d'avoir partagé leurs connaissances avec nous. À très vite autour du prochain cocktail. Giovanni Prête d'avoir partagé leurs connaissances avec nous. À très vite autour du prochain cocktail.